Je savais la question venait le moment. Victoria Hayes est entrée dans mon cubicule à 17h27. Ses talons ont cliqué contre le sol comme un compte à rebours. Et quand elle a arrêté devant mon bureau, je pouvais sentir mon cœur battre dans ma gorge. Pourquoi ne veux-tu pas me fréquenter? A-t-elle demandé, ses bras croisés, sa voix assez tranchante pour couper du verre. J'ai gelé avec ma main sur ma mallette. Pendant 4 ans, j'avais travaillé chez Horizon Capital sans personne me demandant questions personnelles. Pendant 4 ans, j'avais bâti des murs si hauts que personne ne pouvait voir par-dessus eux. Mais Victoria Hayes n'était pas comme tout le monde. Elle avait 32 ans, brillante, et elle était devenue notre PDG il y a 6 mois après avoir redressé 3 entreprises en faillite avant la nôtre. Les gens chuchotaient qu'elle était impitoyable, qu'elle ne prenait jamais un non pour une réponse, qu'elle pouvait lire les gens comme des livres, et maintenant elle était en train de me lire. Je ne comprends pas ce que tu demandes, j'ai dit, même si je comprenais parfaitement. Elle a fait un pas plus proche. Je t'ai demandé pour café 3 fois. Tu as dit non chaque fois. Je t'ai invité à dîner le mois dernier. Tu as dit que tu étais occupé. J'ai suggéré nous attraper des verres après la réunion trimestrielle. Tu es parti avant que je finisse la phrase. Ses yeux ont cherché mon visage comme elle était cherchant pour des indices. La plupart des gens seraient me flattés. La plupart des gens me donneraient au moins une vraie raison pourquoi ils ne sont pas intéressés. Mais tu juste souris et pars comme je ne suis même pas là. Ma bouche se sentait sèche. Je voulais lui dire la vérité. Mais la vérité était trop grande, trop lourde, trop compliquée pour tenir dans une simple réponse. Ce n'est pas personnel, j'ai réussi à dire. Je ne fréquente juste pas des gens du travail. C'est une règle que j'ai. Victoria a ri, mais ce n'était pas un son heureux. Une règle. Tu as une règle. Elle a secoué sa tête. Sais-tu ce que j'ai remarqué à propos de toi? Tu pars chaque jour à exactement 17h30, pas 17h25, pas 17h05, exactement 17h30, comme quelqu'un a réglé une alarme. Tu ne restes jamais pour les dîners d'équipe. Tu ne nous rejoins jamais pour les célébrations d'anniversaire. Tu as refusé 3 promotions en 4 ans. Promotions qui auraient doublé ton salaire. Qui fait ça? Je me sentais piégé. Les murs de mon cubicule se sont soudainement sentis trop petits, comme ils étaient fermants autour de moi. J'aime ma vie comme elle est, j'ai dit doucement. Certaines personnes n'ont pas besoin de plus d'argent ou d'un plus grand titre pour être heureuses. Elle m'a regardé fixement pendant un long moment. Et je pouvais voir quelque chose changer dans son expression. Ce n'était plus de la colère. C'était de la curiosité mélangée avec quelque chose qui ressemblait presque à de l'inquiétude. Salle de conférence maintenant, a-t-elle dit. Nous allons avoir cette conversation que tu l'aimes ou non. Je l'ai suivi dans le couloir, passant des collègues qui ont levé les yeux de leur bureau avec des visages intéressés. Tout le monde savait que Victoria m'avait poursuivi. Tout le monde avait attendu pour voir ce qui arriverait. La salle de conférence était vide et silencieuse. Elle a fermé la porte derrière nous et s'est tournée pour me faire face. Je n'essaie pas de te rendre mal à l'aise, a-t-elle dit, sa voix plus douce maintenant. Mais quelque chose ne s'additionne pas. Tes évaluations de performance sont parfaites. Tes clients t'aiment. Tu es le meilleur analyste que nous avons. Mais tu agis comme ce travail est juste quelque chose que tu fais pendant que tu attends pour ta vraie vie commencer. Alors, je te demande encore, qu'est-ce qui se passe? Je me suis assis dans une des chaises et j'ai frotté mon visage avec les 2 mains. J'ai pratiqué cette conversation dans ma tête 100 fois, espérant toujours que je n'aurais jamais à la voir. Il y a quelqu'un, j'ai dit finalement. Les mots se sont sentis étranges sortant de ma bouche. Il y a quelqu'un d'important pour moi, et c'est pourquoi je ne peux pas rester chez. C'est pourquoi je pars à 17h30. C'est pourquoi je ne peux pas te fréquenter ou qui que ce soit d'autre. Victoria s'est assise en face de moi pour la première fois depuis qu'elle était arrivée chez Horizon. Elle avait l'air vraiment surprise. « Tu es dans une relation », a-t-elle dit lentement. « Pourquoi n'as-tu pas juste dit ça depuis le début? » « C'est compliqué, j'ai dit. Plus compliqué que tu ne peux imaginer. Elle s'est penchée en avant, ses coudes sur la table.
Et c'est moi. Je suis assez bonne avec le compliqué, mais j'ai secoué ma tête. Certaines choses ne pouvaient pas être expliquées dans une salle de conférence après les heures de travail. Certaines choses exigeaient du contexte et du temps et de la confiance qu'on n'était pas prêt à donner. J'ai besoin d'aller, j'ai dit, me levant. Je vais être en retard. Victoria s'est levée aussi, bloquant mon chemin vers la porte. En retard pourquoi? Un rendez-vous? Dîner? Qu'est-ce qui est si important que tu ne peux pas épargner 10 minutes de plus? Tout, j'ai dit, et je le voulais dire avec chaque cellule de mon corps. Ce pourquoi je suis en retard est tout ce qui compte. Je suis passé devant elle et suis sorti de la salle de conférence. Mes collègues étaient tous rentrés à la maison maintenant. Le bureau était silencieux sauf pour le bourdonnement des ordinateurs et de la climatisation. J'ai pris ma maillette de mon cubicule et me suis dirigé vers l'ascenseur. Quand les portes se sont ouvertes, Victoria était là, ayant pris les escaliers. « Je vais comprendre ceci », a-t-elle dit comme je suis entré à l'intérieur. « Quoi que tu caches, je vais le comprendre. » Les portes de l'ascenseur se sont fermées entre nous et je me suis appuyé contre le mur, respirant fort. Elle le comprendrait éventuellement. Les gens comme Victoria Hayes le faisaient toujours. J'espérais juste que j'aurais plus de temps avant que cela arrive. Le trafic était léger, ce qui signifiait que je suis arrivé à l'hôpital Général Mercy en 20 minutes, au lieu des 23 habituels. Je me suis garé dans ma place, la même que j'avais utilisée pendant 4 ans, et j'ai marché par l'entrée principale. Le garde de sécurité, Marcus, a hoché la tête vers moi sans demander d'identification. La réceptionniste Linda a souri et a dit qu'elle avait eu une bonne journée aujourd'hui. Je n'ai pas demandé comment elle savait. Après 4 ans de venir ici chaque soir, le personnel en savait plus sur mon emploi du temps que moi. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 4e étage et j'ai marché dans le couloir avec les murs vert pâle et les lumières fluorescentes qui bourdonnaient doucement au-dessus. La chambre 418 était au bout où le soleil de l'après-midi venait par les fenêtres et rendait tout sembler plus doux, plus chaud, moins comme un hôpital et plus comme quelque part où les gens vivaient réellement. J'ai poussé la porte et suis entré à l'intérieur. Emma était là, étendue dans le lit où elle avait été étendue pendant 4 ans. Sa poitrine montait et descendait avec le rythme régulier du ventilateur. Ses cheveux auburn étaient étalés sur l'oreiller, plus longs maintenant qu'elle ne les avait jamais portés quand elle était éveillée. J'avais appris comment la brousser comme elle aimait. Appris comment la tresser les jours où les infirmières disaient que ce pourrait être plus confortable. C'était de ma vie maintenant. Cette chambre, cette femme, cette promesse que j'avais faite le jour où nous nous sommes mariés. « Hé, ma belle », j'ai dit doucement, tirant la chaise près de son lit. « Désolé, je suis quelques minutes en retard. Eu une situation au travail. » J'ai tendu la main vers elle et sa peau était chaude sous mes doigts. Le docteur a dit qu'elle ne pouvait rien sentir, ne pouvait rien entendre, ne pouvait rien traiter se passant autour d'elle. Mais je me fichais de ce que le docteur disait. Je lui ai parlé de toute façon. Ma patronne m'a acculé aujourd'hui. J'ai continué m'installant dans la chaise. Victoria, je t'ai parlé d'elle avant. C'est la nouvelle PDG, celle qui continue d'essayer de me demander de sortir. Aujourd'hui, elle voulait savoir pourquoi je continuais à dire non. Elle voulait savoir ce que je cache. J'ai ri, mais ça sonnait triste même à mes propres oreilles. Je ne lui ai pas parlé de toi. Je ne pouvais pas comprendre comment expliquer que ma femme est endormie depuis 4 ans et je lui rends visite chaque jour parce que c'est ce que tu fais quand tu aimes quelqu'un. C'est ce que tu fais quand tu as fait une promesse. J'ai mis la main dans mon sac et ai sorti le livre que nous avions lu ensemble. C'était un thriller, quelque chose qu'Emma avait acheté à la librairie de l'aéroport il y a 4 ans et 2 mois. Elle avait été si excitée à ce sujet, parlant de comment elle ne pouvait pas attendre de voir comment ça finissait, comment elle allait le recommander à son club de lecture. Nous étions au chapitre 34 maintenant. Nous avions été au chapitre 34 pendant 1 semaine parce que je lisais lentement, voulant m'assurer qu'elle ne manquait rien. Chapitre 34, j'ai dit, ouvrant à la page que j'avais marquée avec un marque-page violet. Le violet était sa couleur préférée.
J'ai commencé à lire, ma voix stable et calme, lui parlant de personnages résolvant des mystères et courant loin du danger et tombant amoureux malgré des obstacles impossibles. Je me demandais parfois si elle pouvait m'entendre. Le personnel médical a dit probablement pas. Les scanners cérébraux montraient une activité minimale. Le neurologue avait expliqué qu'Emma était dans ce qu'ils appelaient un état végétatif persistant, que ses chances de se réveiller diminuaient avec chaque mois qui passait. Après 4 ans, la plupart des familles auraient abandonné. La plupart des familles auraient déplacé leur être cher dans une institution de soins de longue durée et visité une fois par mois, peut-être moins. Mais je n'étais pas la plupart des familles. J'étais son mari et j'avais fait une promesse. De retour chez Horizon Capital, Victoria était assise dans son bureau fixant son écran d'ordinateur. Elle a essayé de travailler sur les rapports trimestriels, a essayé de se concentrer sur les projections budgétaires, a essayé de faire tout ce qui éloignerait son esprit de notre conversation. Mais elle ne pouvait pas arrêter de penser à ce que j'avais dit. Tout. Ce pourquoi je suis en retard et tout ce qui compte. Qu'est-ce que cela signifiait? Où allais-je chaque nuit qui était plus important que l'avancement de carrière que l'argent qu'elle? Victoria avait construit sa vie entière autour du succès. Elle avait obtenu son diplôme en tête de sa classe, gagné son MBA avant qu'elle n'ait 25 ans, était devenue PDG avant 32 ans. Elle avait sacrifié des relations, des amitiés, du temps libre, tout ce que la plupart des gens valorisaient, et elle avait toujours cru que ça en valait la peine. Mais me regardant partir, voyant le regard sur mon visage quand je parlais d'être en retard, elle a senti quelque chose qu'elle n'avait pas senti depuis des années. Elle se sentait incertaine. Le lendemain matin, Victoria a fait quelque chose qu'elle savait être mal. Elle est allée au RH et leur a demandé de sortir mes informations de contact d'urgence. Juste mettre à jour nos dossiers, a-t-elle dit à l'assistante RH. Susan, gardant sa voix décontractée, même si ses mains tremblaient légèrement, s'assurant que les informations de chacun sont actuelles. Susan ne l'a pas questionné. Pourquoi le ferait-elle? Victoria était la PDG. Elle pouvait demander tout ce qu'elle voulait. Quand Susan a remis le dossier, Victoria l'a ramené à son bureau et a fermé la porte. Elle l'a ouvert lentement, presque effrayée de ce qu'elle pourrait trouver. Sous les contacts d'urgence, il y avait seulement une entrée. Pas un parent, pas un frère ou une sœur, pas un ami, juste un nom et un numéro. Hôpital Général Merci, unité de soins neurologiques, chambre 418. Victoria a fixé cette seule ligne pendant longtemps. Son café est devenu froid sur son bureau. Son téléphone a sonné 2 fois et elle l'a ignoré. Elle est juste restée assise là, regardant ses mots, essayant de comprendre ce qu'ils signifiaient. Finalement, elle a fermé le dossier et a ouvert son ordinateur portable. Elle a tapé Hôpital Général Merci Unité de soins neurologiques dans la barre de recherche et a attendu que la page se charge. Le site web de l'hôpital est apparu, montrant des images de couloirs calmes et de chambres confortables. Mais c'étaient les mots en dessous qui ont fait que sa poitrine se sente serrée. Soins spécialisés pour les patients avec des lésions cérébrales traumatiques, des comas et des états d'inconscience à long terme. Quand la récupération prend du temps, nous sommes là à chaque étape du chemin. Victoria a lu chaque page de ce site web. Elle a appris sur leur programme, leur taux de réussite, leur philosophie de ne jamais abandonner les patients, même quand l'espoir semblait impossible. Elle a lu des histoires de familles qui visitaient quotidiennement, qui croyaient toujours que leurs êtres chers pouvaient les entendre, qui refusaient de lâcher prise. Et lentement, soigneusement, les pièces ont commencé à tomber en place. J'avais quelqu'un à cet hôpital, quelqu'un dans l'unité de soins neurologiques, quelqu'un que je visitais chaque soir sans faute, quelqu'un qui me faisait quitter le travail à exactement 17h30, quelqu'un qui me faisait refuser des promotions et des rendez-vous et tout le reste qui pourrait interférer avec mon emploi du temps. Victoria a fermé son ordinateur portable et a mis sa tête dans ses mains.
Elle avait passé 6 mois à essayer d'obtenir mon attention. 6 mois à se demander pourquoi je continuais à la refuser. 6 mois à penser que peut-être il y avait quelque chose de mal avec elle. Mais il n'y avait rien de mal avec elle. J'étais juste déjà pris par quelqu'un qui avait besoin de moi plus que n'importe qui d'autre jamais ne pourrait. Victoria n'a pas pu dormir cette nuit-là. Elle était couchée dans son lit fixant le plafond, pensant à moi assis dans une chambre d'hôpital quelque part, visitant quelqu'un qui probablement ne pouvait même pas savoir que j'étais là. Elle a pensé aux 4 ans que j'avais passé à faire ce trajet, aux 4 ans où j'avais abandonné des promotions et des opportunités et toutes sortes de vies sociales. La plupart des gens auraient avancé maintenant. La plupart des gens auraient trouvé un moyen de lâcher prise, de construire une nouvelle vie, d'arrêter de porter le poids de la tragédie de quelqu'un d'autre. Mais je n'avais pas avancé. Je me suis présenté chaque jour comme si c'était le rendez-vous le plus important de ma vie, parce que pour moi, c'était vendredi après-midi. L'entreprise a tenu son événement de team building mensuel dans un bar du centre-ville. Victoria est allée parce qu'elle devait. En tant que PDG, les gens s'attendaient à la voir là, souriante et se mêlant, et prétendant qu'elle appréciait les petites conversations sur le sport et la météo et les ragots de bureau. Elle se tenait près du bar avec un verre de vin qu'elle ne buvait pas réellement, écoutant des conversations se passant autour d'elle. C'est là qu'elle a entendu mon nom. 5 $ disent qu'il a une famille secrète. Quelqu'un de la comptabilité a dit assez fort pour que la moitié de la pièce puisse entendre. Pas moyen que quelqu'un reste si privé pendant 4 ans sans cacher quelque chose de grand. Une autre voix s'est jointe. Peut-être qu'il est juste ennuyeux. Certaines personnes n'ont pas de vie en dehors du travail, tu sais. Ils rentrent dans la maison et regardent la télé et c'est tout. Mais ils ne regardent même pas la télé. Une troisième personne a ajouté « Tu te souviens quand tout le monde parlait de cette émission l'année dernière? » Oh, s'ils n'avaient aucune idée de ce dont nous parlions. C'est comme s'ils vivaient dans une grotte ou quelque chose. Ils ont tous ri. Victoria a posé son verre de vin et est sortie du bar. Elle ne pouvait pas les écouter parler de moi comme ça. Ne pouvait pas rester là, sachant la vérité, pendant qu'ils faisaient des blagues sur quelqu'un qu'ils ne comprenaient pas du tout. Elle est rentrée en voiture par des rues floues, par les lumières de la rue, et ses propres pensées confuses. Dans son appartement, elle a versé un autre verre de vin et s'est tenue à la fenêtre, regardant la ville en bas. Quelque part là-bas, j'étais à l'hôpital General Mercy, assis à côté du lit de quelqu'un, tenant une promesse que la plupart des gens n'auraient pas tenue pendant 4 semaines, encore moins 4 ans. Victoria a réalisé quelque chose qui la faisait se sentir vide à l'intérieur. Elle avait 32 ans. Elle a fréquenté beaucoup d'hommes, a eu des relations qui ont duré des mois ou même des années, mais elle n'avait jamais aimé personne de la façon dont j'aimais quiconque était dans ce lit d'hôpital. Chaque fois qu'une relation avait interféré avec son travail, elle y avait mis fin. Chaque fois que quelqu'un avait demandé plus de son temps, elle avait dit non. Elle s'est dit que le succès venait en premier, que l'amour pouvait attendre, qu'elle aurait du temps pour les relations après qu'elle aurait construit sa carrière. Mais debout là dans son appartement vide, Victoria a compris qu'elle s'était menti à elle-même. Elle n'avait jamais mis une autre personne en premier. Elle n'avait jamais fait une promesse qu'elle tenait quand ça devenait difficile. Elle n'avait jamais choisi quelqu'un d'autre plutôt que son propre confort, son propre emploi du temps, sa propre ambition. Le lundi matin, Victoria avait pris une décision. Elle allait à l'hôpital General Mercy. Elle s'est dit que c'était pour des raisons légitimes. Horizon Capital donnait à des associations caritatives de soins de santé chaque année et en tant que PDG, elle était responsable de décider quelles organisations recevaient des subventions. Cela avait un sens parfait pour elle de visiter les installations, poser des questions, évaluer leurs programmes. Personne n'y penserait à 2 fois. Elle a appelé l'hôpital lundi après-midi et a demandé à parler avec le directeur. « C'est Victoria Hayes d'Horizon Capital », a-t-elle dit, gardant sa voix professionnelle. « Nous examinons les organisations de soins de santé pour nos dons caritatifs annuels. Serait-il possible de planifier une visite de votre installation? » La directrice,
une femme nommée Dr. Sarah Chun, a semblé ravie. Nous serions honorés de vous montrer notre installation, Mel Hayes. Le mercredi matin vous conviendrait-il? Mercredi serait parfait, Victoria a dit. Disons 10 heures. Elle a raccroché le téléphone et s'est assise sur sa chaise, son cœur battant vite. Mercredi est arrivé froid et gris. Victoria s'est habillée soigneusement ce matin-là, choisissant un costume professionnel qui disait PDG en affaires plutôt que femme en mission personnelle. Elle a dit à son assistante qu'elle serait absente jusqu'à midi et a conduit à travers la ville jusqu'à l'hôpital General Mercy. Le bâtiment avait l'air différent de ce qu'elle avait imaginé. Ce n'était pas stérile et effrayant comme les hôpitaux dans les films. Au lieu de cela, il se sentait chaud, presque paisible. L'entrée principale avait de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière naturelle. Et il y avait des plantes partout, vertes et vivantes et croissantes. Dr. Chun l'a rencontrée dans le hall. Elle avait peut-être 50 ans, avec des yeux gentils et des cheveux gris tirés en un simple chignon. « Madame Hayes, bienvenue », a-t-elle dit, serrant la main de Victoria. « Merci beaucoup de nous considérer pour le soutien de votre fondation. » Ils ont commencé la visite dans l'aile de thérapie physique, où le personnel aidait les patients à maintenir la force musculaire et la flexibilité. Chun a expliqué leur méthode, leur taux de réussite, leur engagement à traiter chaque patient avec dignité quel que soit leur pronostic. Victoria a hoché la tête et a posé des questions, jouant son rôle parfaitement. Mais son esprit était ailleurs. Elle savait qu'ils se rapprochaient des chambres des patients à chaque pas. Ils ont marché à travers le centre de soutien familial où les êtres chers pouvaient trouver des conseils et des ressources. Ils ont vu le jardin commémoratif où les gens pouvaient s'asseoir et penser et respirer. Nos résidents sont ici parce que quelqu'un a refusé de les abandonner, a expliqué le Dr. Chen. Chaque personne dans ce bâtiment a au moins une personne qui croit qu'elle vaut la peine d'être combattue. C'est ce qui rend notre travail significatif. Finalement, ils ont tourné dans un long couloir. Un panneau sur le mur disait « l'Est ». La lumière de l'après-midi coulait à travers les fenêtres à l'extrémité lointaine, rendant tout brillant, doux et doré. Et puis Victoria a vu la chambre 418. Par la fenêtre, j'étais assis à côté d'un lit d'hôpital. Une femme y était couchée complètement immobile, sauf pour la montée et la descente de sa poitrine. Elle avait des cheveux auburn étalés sur l'oreiller et des traits paisibles qui auraient pu être beaux autrefois, qui étaient encore beaux maintenant d'une manière différente, plus calme. Je tenais un livre dans une main et sa main dans mon autre main et mes lèvres bougeaient comme je lisais à voix haute à quelqu'un qui ne pouvait pas m'entendre. Victoria a arrêté de marcher. Elle ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas respirer, ne pouvait pas détourner le regard. C'est une de nos plus anciennes résidentes, a dit le Dr. Chan doucement, suivant le regard de Victoria. Emma Patterson, lésion cérébrale traumatique d'un accident de voiture il y a 4 ans. Un conducteur textant l'a fait sortir de la route. Elle n'avait que 27 ans quand c'est arrivé. 27, si jeune, trop jeune. Les mains de Victoria se sont serrées sur ses côtés. Son mari vient chaque jour, a continué le Dr. Chun, chaque jour sans faute, pluie, neige, jour férié, peu importe, n'a jamais manqué une fois. Pas en 4 ans. Mari. Le mot a frappé Victoria comme de l'eau froide. Pas petit ami, pas ce partenaire. Mari, j'étais marié. Certaines familles luttaient pour visiter une fois par mois, a dit le Dr. Chun, sa voix portant un mélange de tristesse et d'admiration. Le fardeau émotionnel est énorme. Mais cet homme là-bas, il lui lit pendant 1 heure chaque soir. Lui parle de sa journée, brosse ses cheveux. Il lui apporte des fleurs fraîches chaque semaine. Toujours la même sorte, tulipes violettes. Il dit qu'elles étaient ses préférées. Par la fenêtre, Victoria m'a regardé tourner une page dans le livre. Mon expression était douce, ouverte, complètement différente du visage vierge et prudent que je portais au bureau. C'était qui j'étais vraiment quand personne du travail ne regardait. C'était l'homme sous tous les murs que j'avais bâtis. Répond-elle du tout? Victoria s'est entendue demander. Le docteur Chu a secoué sa tête lentement.
Pas encore. Ces docteurs ne s'attendent pas à ce qu'elle le fasse un jour. Les dommages étaient trop graves. Mais son mari refuse d'accepter cela. Il croit qu'elle peut l'entendre, qu'à l'intérieur, elle est toujours là. Victoria a senti des larmes brûler derrière ses yeux, mais elle les a clignées en arrière. Comment fait-il ça? A-t-elle chuchoté. Comment continue-t-il à revenir quand il n'y a pas d'espoir? Le docteur Chun a souri tristement. Qui dit qu'il n'y a pas d'espoir? Peut-être que l'espoir a l'air différent de ce que nous pensons qu'il devrait. Peut-être que l'espoir est juste de se présenter jour après jour que quelque chose change ou non. Peut-être que c'est la plus vraie sorte d'espoir qui existe. Ils ont terminé la visite, mais Victoria a à peine entendu autre chose, a dit le docteur Chun. Son esprit est resté dans la chambre 418 avec moi et Emma, rejouant l'image de ma main enroulée autour des doigts de ma femme, ma voix lisant des mots qu'elle ne pouvait pas entendre, mon visage montrant une tendresse que je n'ai jamais révélée chez Horizon Capital. Quand la visite s'est terminée, Victoria a remercié le docteur Chun et a promis de considérer Mercy General pour le programme de subvention de la Fondation. Puis elle est sortie vers sa voiture, est entrée à l'intérieur et s'est assise très immobile. Pendant un long moment, elle n'a rien fait, juste assise là avec ses mains sur le volant, fixant l'entrée de l'hôpital. Puis elle a commencé à pleurer. De gros sanglots haletants qui venaient de quelque part profond dans sa poitrine. Elle a pleuré pour Emma, couchée dans ce lit pendant 4 ans. Elle a pleuré pour moi, visitant chaque jour sans faute. Elle a pleuré pour l'amour qui continuait à se montrer même quand il n'obtenait rien en retour. Mais surtout, elle a pleuré pour elle-même. Ce soir-là, Victoria est restée assise dans son bureau longtemps après que tout le monde soit rentré à la maison. Elle a sorti son téléphone et a appelé l'hôpital General Mercy. Dr. Chun, ici Victoria Hayes. J'ai pris une décision concernant le don. Ils ont parlé pendant 15 minutes. Comme Victoria a raccroché, elle avait arrangé pour la Fondation Horizon Capitals de faire un don anonyme au fonds de soins de longue durée de Mercy General, assez d'argent pour couvrir les dépenses d'un patient pour les 10 prochaines années. Une patiente spécifique, Emma Patterson, chambre 418. Pouvez-vous assurer que cela reste complètement anonyme? A demandé Victoria. Son mari ne devrait pas savoir d'où l'argent venait? Bien sûr, l'a assuré le docteur Chen. Nous respectons la vie privée des donateurs, absolument. Victoria a terminé l'appel et s'est assise sur sa chaise. Ce n'était pas beaucoup. Cela ne réveillerait pas Emma ou ne la ramènerait pas ou ne rendrait rien plus facile pour moi émotionnellement, mais cela signifierait que je n'aurais pas à m'inquiéter des factures médicales en plus de tout le reste. Cela signifierait un poids de moins sur des épaules qui portaient déjà trop. 3 semaines sont passées. Victoria a arrêté de me demander sur ma vie personnelle. Elle a arrêté de m'inviter à café ou à dîner ou à des verres. Mais elle me regardait plus attentivement maintenant, voyant des choses qu'elle avait manquées avant. La façon dont mes épaules se détendaient légèrement à 17h25 quand je savais que j'arriverais à l'hôpital à l'heure. La façon dont je souriais à l'écran de mon ordinateur parfois, comme je me souvenais de quelque chose d'heureux. La façon dont je me comportais avec une dignité tranquille qui n'avait rien à voir avec le succès au travail et tout à voir avec le fait de tenir des promesses. Puis un mardi après-midi, mon téléphone a sonné pendant une réunion budgétaire. J'ai regardé l'écran et mon visage est devenu complètement blanc. « Je dois prendre ceci », j'ai dit, me levant si vite que ma chaise a roulé en arrière. J'ai répondu au téléphone dans le couloir. « Bonjour ». Victoria a regardé par la fenêtre de la salle de conférence alors que mon expression changeait de la peur au choc à quelque chose qui ressemblait à de la joie mélangée à de la terreur. J'ai terminé l'appel et suis juste resté là un instant, fixant rien. Puis j'ai pris ma mallette et ai commencé à courir vers l'ascenseur. Victoria m'a suivi hors de la salle de conférence. « Tu vas bien ?» a-t-elle appelé après moi. J'ai arrêté et me suis retourné. Nos yeux se sont rencontrés et quelque chose dans mon expression a dû tout lui dire parce que son visage a complètement changé. « Va », a-t-elle dit doucement. « Quoi que ce soit, va juste. »
J'ai conduit à Mercy General plus vite que je n'aurais dû, mes mains tremblant sur le volant. L'infirmière avait dit qu'Emma montrait un mouvement intentionnel, qu'elle serrerait la main de quelqu'un quand on lui demandait. Après 4 ans de rien, tout mouvement était tout. Quand je suis arrivé à la chambre 418, la neurologue attendait dehors. « Nous voulons essayer quelque chose », a-t-elle dit. « Nous voulons que tu lui parles. Lis-lui comme tu le fais habituellement. » Voyons si elle répond encore. Je me suis assis à côté du lit d'Emma et ai pris notre livre avec des mains tremblantes. « Hé, ma belle, j'ai chuchoté. Je suis là. Je suis toujours là. » J'ai commencé à lire, ma voix tremblante. Nous étions près de la fin du livre maintenant. Juste quelques chapitres restant après 4 ans de lecture ensemble. J'ai lu pendant 5 minutes, puis 10. Rien ne s'est passé. Mon cœur a coulé. Puis, si faible que je l'ai presque manqué. Les doigts d'Emma ont tressailli contre les miens. Pas aléatoire, intentionnel. J'ai arrêté de lire. Emma, peux-tu m'entendre? Serre ma main si tu peux m'entendre. Un autre serrement, plus fort cette fois. Des larmes ont coulé sur mon visage. C'est ça. C'est ma fille. Je suis là. J'ai été ici tout le temps. Les semaines qui ont suivi ont été pleines de petits miracles. Les yeux d'Emma se sont ouverts pendant quelques secondes. Ses doigts bougeaient plus délibérément. Elle a commencé à faire des sons qui n'étaient pas tout à fait des mots, mais n'étaient pas aléatoires non plus. Le docteur a dit que sa récupération serait imprévisible, que les lésions cérébrales comme les siennes ne suivaient pas les modèles de genoux. Elle pourrait tout retrouver, ou elle pourrait retrouver très peu. Il n'y avait aucun moyen de savoir sauf d'attendre et de travailler et d'espérer. J'ai pris 2 semaines de congé du travail et Victoria l'a approuvé immédiatement sans question. Quand je suis revenu, tout se sentait différent. Je partais toujours à 17h30, mais maintenant je partais avec un espoir réel au lieu de juste une foi têtue. Un après-midi, alors que nous révisions des rapports ensemble, Victoria a dit doucement « Quelque chose a changé. » Je l'ai regardé. Nous avons dansé autour de tant de choses pendant des mois maintenant. Toutes ces choses non dites pendantes entre nous. Emma a répondu, j'ai dit. Pour la première fois en 4 ans, elle m'a serré la main, puis ses yeux se sont ouverts. Les docteurs ne savent pas combien elle récupérera, mais c'est quelque chose. La main de Victoria est volée à sa bouche. C'est incroyable. Ça l'est. J'ai acquiescé. Après 4 ans de rien, c'est tout. Je suis si heureuse pour toi, Victoria a dit, et je pouvais voir qu'elle le pensait. Mais je pouvais aussi voir autre chose dans ses yeux, quelque chose qui ressemblait à de la tristesse mélangée au bonheur. Des mois ont passé. La récupération d'Emma était lente mais constante. Elle a commencé à rester éveillée pendant de plus longues périodes. Elle a commencé à me reconnaître, bien que ses souvenirs étaient brouillés et confus. Le docteur a dit que son cerveau se recablait lui-même, créant de nouvelles voies autour des zones endommagées. Cela prendrait des années peut-être, mais elle revenait. Un soir, 6 mois après ce premier serment, Emma a parlé en phrases complètes pour la première fois. Ses mots étaient lents et prudents, mais ils étaient là. « Il y a quelqu'un d'autre », a-t-elle dit, ses yeux sur mon visage. « Je peux le dire, quelqu'un qui t'a aidé à traverser cela. » J'ai commencé à le nier, mais Emma m'a serré la main. « Ne me mens pas, je peux le voir dans tes yeux. Tu as l'air différent, plus doux d'une certaine manière. Quelqu'un t'a appris à laisser les gens entrer à nouveau. » J'ai pensé à Victoria, à la façon dont elle avait protégé mon temps, compris mes choix, donné de l'argent qu'elle pensait que je ne saurais jamais. Oui, j'ai admis qu'il y avait quelqu'un. Ma patronne, en fait, elle a vu ce que je faisais et elle l'a compris. Emma a souri. Son visage encore pâle mais vivant d'une manière qu'il n'avait pas été depuis 4 ans. Je veux la rencontrer quand je serai meilleur, quand je pourrai tenir une vraie conversation. Je veux la remercier. Emma, je ne suis pas jalouse, a-t-elle dit doucement. Tu as tenu ta promesse envers moi. Tu n'as jamais abandonné. Mais j'étais parti pendant 4 ans et tu avais besoin de quelqu'un.
Je suis reconnaissante qu'elle était là. 1 an après ce premier serment, Emma est rentrée à la maison. Elle avait encore besoin de thérapie et d'exercice. Elle se fatiguait encore facilement et luttait avec certains souvenirs. Mais elle était à la maison. Elle était éveillée. Elle était de retour. Et un soir, elle m'a demandé encore à propos de Victoria. Invite-la à dîner. Je veux rencontrer la femme qui t'a vu quand tout le monde te regardait juste passer. Je ne voulais pas. Se sentait compliqué et désordonné. Mais Emma a insisté, et je n'avais jamais été bon pour lui refuser quoi que ce soit. Alors j'ai demandé à Victoria de dîner chez nous. Elle a essayé de décliner, mais je lui ai dit que c'était la demande d'Emma. Elle ne pouvait pas dire non à ça. Le dîner était maladroit au début. 3 personnes dansant autour de tout ce qui s'était passé. Tout ce qui avait presque arrivé, tout ce qui ne pouvait pas arriver maintenant. Mais Emma avait une façon de traverser la maladresse. « Merci », a-t-elle dit à Victoria pendant le dessert. Pour l'avoir vue, pour avoir protégé son temps, pour avoir compris ce que la plupart des gens ne pouvaient pas. Les yeux de Victoria se sont remplis de larmes. Il a rendu ça facile. La façon dont il t'aimait, la façon dont il a tenu sa promesse, cela a changé comment je vois tout. Emma a tendu la main à travers la table et a pris la main de Victoria. L'amour n'est pas quelque chose qui s'épuise quand tu le donnes à plus d'une personne. Tu as aidé mon mari à survivre les années les plus difficiles de sa vie. Cela signifie ta famille maintenant. Ce dîner est devenu des dîners mensuels, puis des réunions de café hebdomadaires. Victoria et Emma sont devenus de vrais amis. Et lentement, soigneusement, avec la bénédiction et l'encouragement d'Emma, quelque chose de plus profond a commencé à grandir entre Victoria et moi, a pris des années. Des années d'Emma se remettant complètement, de reconstruire notre mariage, de s'assurer que notre fondation était solide. Mais finalement, Emma nous a fait asseoir tous les deux et a dit les mots qui ont rendu tout possible. Vous deux vous aimez, je le vois et je ne suis pas menacé par ça parce que je sais que vous m'aimez tous les deux aussi. L'amour ne divise pas, il grandit. Nous sommes devenus 3 au lieu de 2. Victoria a déménagé 2 ans après qu'Emma soit rentrée à la maison. Et d'une certaine manière, ça a marché. Nous avions tous des rôles, tous de l'espace, tous de l'amour, parce que certaines promesses ne se terminent pas quand elles deviennent difficiles. Et le vrai amour reconnaît que prendre soin d'une personne ne réduit pas ta capacité à prendre soin d'une autre. Ça prouve juste que tu sais ce que l'amour signifie